la philosophie nous invite à réfléchir sur soit le commentaire ou la dissertation. Maintenant, concernant la dissertation, comme je l'ai dit tout de suite dans mon propos introductif, M. Dien va intervenir et vous parler de la dissertation. S'agissant du commentaire, le commentaire est une épreuve qui intervient dans le cadre des épreuves de l'anticipé de philosophie. Donc au bac, vous aurez un texte à commenter et deux sujets de dissertation. Peut-être rappeler l'esprit de l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Vous savez que le programme de philosophie comporte 4 parties ou 4 domaines. Donc, domaine 1, la réflexion philosophique. Domaine 2, la vie sociale. Domaine 3, l'épistémologie. Et le domaine 4, l'esthétique. Alors, par rapport à ces différents domaines, le législateur s'est organisé de telle sorte que, par rapport au bac, on propose 3 sujets portant sur 3 domaines différents. Cela veut dire qu'on va juste laisser un domaine si les sujets sont bien choisis en tenant compte justement des recommandations du législateur, à savoir proposer 3 sujets portant sur 3 domaines différents. Ce qui veut dire que donc on ne peut pas dire à l'avance qu'est-ce qui va sortir au bac. Mais au moins, sachez que par rapport à l'épreuve du mercredi ou aux épreuves du mercredi, vous aurez dissertation et commentaires et les sujets vont porter sur 3 domaines différents. Maintenant, pour revenir au commentaire proprement dit. Un commentaire porte toujours sur un texte. Ça, il faut vraiment bien le retenir. Un commentaire porte toujours sur un texte. Or, un texte, c'est un ensemble d'idées qui sont organisées de façon cohérente, qui permet de voir l'intention de l'auteur, le projet de l'auteur, c'est-à-dire comment il compte organiser ses idées et autour, bien sûr, d'un thème ou bien d'un objet bien déterminé. Et quand on exploite un texte, il y a toujours cet esprit de cohérence qui permet de voir la structure interne et la logique interne du texte. C'est pour vous dire qu'un texte n'est jamais écrit, n'est-ce pas, de façon à avoir des idées désordonnées. Les idées sont toujours en relation, en rapport les unes avec les autres. Et d'ailleurs, c'est en saisissant justement le fil conducteur, ce qui permet de voir la relation entre les idées, qui vous permet de bien vous imprégner du texte. Donc il faut commencer par lire et lire attentivement le texte pour voir un peu comment l'auteur organise ses idées. Alors, donc on a toujours un texte. Mais toujours il y a une consigne. On vous dit toujours expliquer et discuter. Expliquer et discuter. Ça veut dire donc qu'on attend de l'élève d'abord qu'il explique, ensuite qu'il discute. Maintenant, il faut d'abord se demander, mais quand on nous dit expliquer, qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter l'esprit qui sous-tend l'explication? Alors, je vous ai dit tout de suite, à l'entame de mon propos, qu'un texte est un ensemble d'idées qui sont reliées les unes avec les autres. De façon à avoir la cohérence, la logique que l'auteur suit pour exposer un point de vue ou ce qu'on appelle communément une thèse. Maintenant, ce sont ces idées-là et l'enchaînement qu'on note au niveau des idées, la logique interne du texte dont il faut rendre compte dans la partie explicative. Cela veut dire donc que quand vous êtes dans la phase de l'explication, le travail le plus difficile et le plus important consiste à repérer les idées qui sont dans le texte. Parce que le repérage des idées vous permet de voir quels sont les arguments
autour desquels l'auteur structure son texte et arrive à justifier une position. Donc, vous relevez les idées du texte, vous les répertoriez et vous les explicitez, c'est-à-dire vous les détaillez, vous vous mettez à la place de l'auteur en nous expliquant quelles sont ses intentions. Qu'est-ce qu'il cherche à nous faire comprendre, qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers son texte. Donc, il est évident que quand vous faites un commentaire de texte, la première qualité qu'on attend de vous dans cette partie, c'est de faire preuve de fidélité par rapport au texte et par rapport justement aux idées qui sont défendues dans le texte. Toujours dans cette partie, souvent, les élèves confondent les idées qui sont dans le texte et la doctrine de l'auteur. Il ne s'agit pas de laisser les idées qui sont développées dans le texte pour aborder la doctrine de l'auteur. Il faut toujours avoir à l'esprit les idées qui sont développées de façon explicite, de façon claire dans le texte. Ok? Alors, maintenant, bien sûr, toujours, il y a, si vous voulez, un cheminement que l'auteur suit. Et ce cheminement-là, l'élève doit être en mesure de rendre compte de ce cheminement. Toujours dans cette partie, les connecteurs ont un rôle important à jouer. Parce que les connecteurs vous permettent de voir les relations ou la relation qui existe entre les idées. Parce que les connecteurs vous aident à suivre étape par étape les idées qui sont dans le texte. De rendre compte aussi fidèlement de l'intention de l'auteur. Alors, au-delà des connecteurs, des fois aussi, dans le texte, on peut voir apparaître justement une doctrine, ou si vous voulez, une idéologie indiquée dans le texte. Et quand vous arrivez à une doctrine ou à une idéologie dont l'auteur fait référence, vous devez également l'expliquer ou les expliquer. Mais ça ne peut pas être un prétexte pour abandonner la quintessence du texte pour vous mettre simplement à développer, à perdre énormément de temps sur le fait d'éclairer une doctrine en oubliant que cette doctrine est intégrée dans un cadre beaucoup plus global qu'on appelle le texte. Parce que n'oubliez pas que la référence, le but, l'objectif qui est visé, c'est de partir du texte. Et cette fidélité doit vous permettre justement de ne pas quitter le texte, de faire référence à chaque fois au texte. Et il y a souvent aussi un écueil, c'est-à-dire un obstacle, quelque chose aussi qu'il faut éviter. C'est ce que j'appelle la dissertation libre. Souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un texte, vous l'avez lu, le texte porte sur l'État. C'est-à-dire la relation État et liberté. Le texte dit peut-être que l'État est la condition de la liberté du citoyen. Alors, que fait l'élève? Il a lu le texte, il sait que le texte porte sur État et liberté. Il plie son texte, il le range. Il ne fait plus référence au texte. Et toutes les idées, toutes les connaissances qu'il a sur l'État, dans son rapport à la liberté, il les expose. Là, dans ce cas, ce qu'il dit, il ne le dit pas en s'appuyant sur le texte, mais il a carrément quitté le texte pour parler de quelque chose qui ne se trouve pas dans le texte. Même si ça porte sur État et liberté, oubliez le cours que vous avez fait en classe, oubliez les connaissances que vous avez sur État et liberté et focalisez-vous sur ce que le texte dit explicitement, clairement sur État et liberté. Donc, il faut toujours garder à l'esprit le texte. Ne le quittez pas. Toujours dans la partie de l'explication, n'oubliez pas que les transitions, n'oubliez pas que les conclusions partielles ont également un rôle important à jouer. Parce que quand vous quittez une partie pour parler d'une autre partie, il faut une transition pour ne pas superposer les parties. Les conclusions partielles aussi, c'est important. Quand vous terminez une partie, dites ce qu'on peut retenir de cette partie et après, vous enchaînez par une phrase de transition pour aborder la seconde partie. Les citations. Souvent aussi, les élèves posent la question suivante, c'est-à-dire, est-ce que dans un commentaire,
il est permis d'utiliser des citations. Ce n'est pas interdit. Mais souvent, je dis, je déconseille de mettre des citations. Parce que le problème avec les citations, c'est qu'une citation, c'est quelque chose que vous ajoutez au texte. Et souvent, vous avez l'habitude, quand vous sortez, l'élève ne revient, l'élève il ne revient pas. Et quand tu sors pour ne pas revenir, ça veut dire que tu abandonnes le texte. C'est la raison pour laquelle donc, je dis aux élèves, évitez autant que faire se peut de mettre des citations, parce que le texte, il se suffit à lui-même. Et si vous faites l'effort de bien le comprendre, vous serez en mesure de l'expliquer sans avoir besoin de sortir du texte pour faire appel à d'autres citations ou à d'autres auteurs. Cet élément peut avoir son importance dans la discussion. Mais au moins, si on récapitule un peu, dans la partie explicative, l'élève doit avoir comme repère le texte. Et comme le texte comporte des idées ou des arguments, on attend de l'élève qu'il développe les idées et les arguments en respectant l'intention et le projet de l'auteur. Quand vous arrivez dans la phase de discussion, alors ici, il s'agissait de rendre compte des idées de l'auteur. Mais ici, on s'attend à ce que l'élève nous donne sa position sur la thèse de l'auteur. Sa position sur la thèse de l'auteur. Parce qu'un texte qui est bien choisi comporte toujours une thèse. Maintenant, on ne peut pas vous dire tout de suite quelle est la place de la thèse. Parce qu'une thèse peut être au début, au milieu, comme à la fin du texte. Il n'y a pas de place fixe pour la thèse. Mais sachez qu'un texte de commentaire comporte toujours une thèse. Et la discussion va porter sur la thèse. Parce qu'en fait, la thèse, c'est la réponse ou le point de vue de l'auteur par rapport, n'est-ce pas, au thème qu'il a abordé. Parce que le texte porte toujours sur quelque chose. Et l'auteur a une position par rapport, justement, au thème qu'il a abordé. Maintenant, quand on parle de discussion, là aussi, souvent, il y a des problèmes. L'élève a plusieurs possibilités. Par exemple, il peut faire une discussion que j'appelle une discussion positive. Discussion positive. Alors, c'est quoi une discussion positive? La thèse, déjà, on l'a bien identifiée. Et, par exemple, admettons que l'auteur défend comme thèse l'État garantit la liberté. Donc, c'est ça la thèse de l'auteur. Si l'élève fait une discussion positive, ça veut dire qu'il va appuyer cette position. Montrer qu'effectivement, l'État est une condition ou la condition de la liberté du citoyen. Maintenant, il ne s'agit pas de dire que l'État est la condition de la liberté du citoyen. Il faut le justifier. Parce que la position que l'auteur a adoptée dans son texte, il l'a argumentée, il l'a justifiée par les arguments autour desquels la thèse a été structurée. Vous aussi, quand vous discutez, vous devez également apporter des preuves, des exemples, des arguments qui justifient que l'État est la condition de notre liberté. C'est là où le cours et les citations dont je parlais tout de suite ont leur importance. Parce que vous avez fait un cours sur l'État et liberté. Vous avez abordé un certain nombre d'auteurs qui ont montré qu'effectivement l'État est la condition de la liberté. Quand vous discutez, en convoquant ces auteurs et en faisant référence à votre cours, dans le sens d'appuyer l'idée que l'État garantit la liberté, c'est une discussion positive. L'élève aussi peut faire une discussion négative. Et la discussion négative va s'opposer à ce que j'appelle la thèse de l'auteur. Donc, l'auteur défend l'État garantit la liberté. Mais l'élève peut avoir une position quand même opposée, en montrant que l'État ne garantit pas toujours la liberté. Et là également, l'élève apporte des arguments, des preuves, comme quoi l'État peut être obstacle ou bien peut être une entrave à notre liberté. Donc c'est ça que j'appelle une discussion positive et une discussion négative. Et peut-être un dernier élément, ça concerne tout simplement la forme. Donc j'étais en train de parler de l'esprit du commentaire avec la consigne expliquer et discuter, parce qu'il faut que l'élève sache aussi, quand il fait un commentaire,
qu'est-ce qu'on attend de lui? Donc l'esprit du commentaire, c'est 1, expliquer, c'est 2, discuter. On a situé l'explication, on a situé la discussion. Mais il y a ce que j'appelle la forme qui permet d'avoir les éléments requis pour parler justement des différentes étapes du commentaire. Alors, un commentaire aussi suit, il y a une forme, il y a une démarche à adopter. Et cette démarche, c'est en 3 phases. 1, il y a la phase de l'introduction. Alors, il y a ce qu'on appelle les attentes minimales. Ça veut dire que, au moins, il y a un consensus qui s'est dégagé autour de ces attentes minimales pour éviter les écarts et les disparités dans la correction ou dans l'appréciation des copies des élèves. Souvent, vous dites, chaque prof a sa méthodologie. Non, chaque prof n'a pas sa méthodologie. Et d'ailleurs, c'est pour éviter et couper court à cela que on s'est entendu sur un minimum de consensus. Alors, et ce minimum de consensus, c'est de répondre à la question de quoi parle le texte. De quoi parle le texte. Et deuxième chose, comment l'auteur s'y prend-il. Comment l'auteur s'y prend-il. Ce sont ces 2 attentes qui vont être appréciées dans une copie de commentaire. Alors, de quoi parle le texte? Vous lisez le texte pour pouvoir nous dire de quoi l'auteur parle. Ça veut dire sur quoi porte son texte. Maintenant, il faut éviter des réponses du genre le texte porte sur la philosophie. Mais c'est vague. La philosophie, on peut parler de beaucoup de choses en philosophie. Mais il faut toujours être le plus précis possible en nous disant sur quoi précisément porte le texte en rapport avec la philosophie. Peut-être que le texte porte sur le doute. Le texte peut-être porte sur l'étonnement. Le texte porte peut-être sur les rapports entre philosophie et science. Le texte peut-être porte sur la question de l'objectivité de la science, etc. Donc il faut toujours être précis. Alors, quand on dit comment l'auteur s'y prend-il, c'est le plan. Ça veut dire qu'un texte, c'est à vous de le lire et de sortir les articulations. C'est-à-dire le nombre de parties que comporte le texte, où souvent vous dites les mouvements du texte. Et tout de suite dans la présentation, j'ai parlé des connecteurs. Et les connecteurs sont très utiles parce que ça vous permet de voir un peu comment l'auteur organise ses idées. Ok? Et le plan, quand vous sortez le plan du texte, c'est-à-dire en déterminant, en indiquant les centres d'intérêt ou les titres, vous avez fait ce qu'on appelle une introduction. Mais l'élève peut faire plus. Ça veut dire qu'il est possible, par exemple, de commencer, avant de dire de quoi parle le texte, faire une petite présentation. Mais là aussi, la présentation, elle n'est pas nécessaire. Des fois même, il arrive qu'on donne un texte sans mettre le nom de l'auteur ou de l'ouvrage d'où le texte est extrait. Et ça, c'est pour éviter que l'élève oublie le texte pour nous parler de l'auteur et de ce qu'il sait de l'auteur. Donc, on peut ne rien savoir de l'auteur. Peut-être l'élève découvre l'auteur et choisir le texte de commentaire. Parce que la compréhension du texte et l'exploitation du texte ne dépendent pas de la connaissance de l'auteur. Cette présentation, des fois aussi on dit, il est possible de faire comme vous faites en dissertation, une amorce. C'est-à-dire amener le sujet. Alors, puisque le texte porte sur état et liberté, au lieu de commencer par parler de état et liberté, l'élève peut partir d'une situation générale ou en tout cas d'un contexte qui lui permet de parler de l'état et de la liberté. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessaire. L'élève peut ne pas le faire. Il y a aussi autre chose qu'on peut ajouter, c'est l'élément de la discussion. Donc, si l'élève, au moment de son introduction, après avoir présenté le plan, il a une idée de ce que va être sa discussion, il peut l'annoncer ici. C'est pas interdit. Mais si vous le faites et que vous le faites mal, ça aussi, ça va vous porter préjudice. Donc ce qui est nécessaire, c'est ça.
Mais l'élève, s'il se sent capable de faire plus, d'aller au-delà, il peut commencer par une présentation. De quoi parle le texte? Il parle du thème et de la thèse. Et il enchaîne par le plan du texte, les parties du texte, pour terminer avec ce qu'on appelle l'élément de la discussion. Mais ce qui est nécessaire, c'est 1 et 2. Mais il peut être ambitieux en faisant toutes ces étapes. Et peut-être un autre élément avant de passer, c'est qu'il y a ce que j'appelle la question du texte. Il y en a qui l'appellent problématique. Mais moi, je n'utilise pas le mot problématique parce que la problématique, c'est souvent en dissertation pour éviter les polémiques. Mais ce qu'on entend par problématique, et souvent les profs qui en parlent, ils font allusion à la question que l'élève construit, que l'élève formule et qui lui permet de déboucher sur la thèse de l'auteur. C'est-à-dire, je connais la thèse de l'auteur, je construis une question dont la réponse me mène à la thèse de l'auteur. C'est ça qu'on appelle la question du texte ou bien la problématique. Ça concerne l'introduction. Bon, le développement, on ne va pas y revenir parce qu'on a commencé par l'esprit du commentaire. Quand vous arrivez à la phase du développement, donc l'élève explique, puis discute. Donc il explique, c'est-à-dire il rend compte des idées du texte, ok, comme on l'a dit dans la présentation. Ensuite, il passe à la discussion, c'est-à-dire le point de vue son point de vue par rapport, n'est-ce pas, à la thèse de l'auteur. Enfin, l'étape de la conclusion. L'étape de la conclusion. La conclusion, c'est un moment de bilan. Il n'y a plus rien à développer. Parce que le travail est fini. Tout ce que vous n'avez pas pu faire dans la phase de développement, mais c'est fini, c'est trop tard. L'élève ne peut plus se rattraper au niveau de la conclusion. Alors, dans la conclusion, c'est un moment de bilan. Comme c'est un moment de bilan, il faut faire ce que j'appelle une synthèse ou un résumé des étapes de l'argumentation ou de l'analyse. Donc vous avez déjà expliqué le texte, vous devez faire un rappel sous forme de résumé de ce qu'on appelle la quintessence. Qu'est-ce que vous avez quand même pu retenir des différentes étapes par lesquelles vous avez pu passer pour analyser le texte. Et dernière chose, il faut quand même tirer les enseignements du texte. Et souvent, qu'est-ce que je dis aux élèves? Les enseignements, c'est forcément en rapport avec l'orientation que votre discussion a prise. Quand vous tirez les enseignements, c'est par rapport au sens de votre discussion. C'est ce que vous retenez de la discussion, c'est ce que vous allez résumer ici. Ce qui veut dire donc en termes plus simples, ici on a un résumé de la partie explicative et un résumé de la partie discussion. Donc il n'y a pas de perspective à ouvrir. Donc voilà en gros les grandes lignes, ou en tout cas les considérations générales qui touchent, n'est-ce pas, la méthodologie du commentaire. Mais ça, ce n'est que la théorie. Donc il faut savoir également passer à la pratique en essayant de mettre en œuvre à partir d'un texte l'ensemble des recommandations qui ont été données ici pour justement parler de l'esprit du commentaire. Donc voilà en gros quelques éléments concernant la méthodologie du commentaire. Voilà, je vous remercie. Alors, je m'en vais maintenant vous expliquer ce que c'est que la dissertation. D'abord, on commence par définir ce que c'est que disserter d'abord. Ce que c'est que disserter. La dissertation est un exercice par lequel un problème étant posé, on y réfléchit de manière rigoureuse et ordonnée en vue de proposer une solution. D'abord, dans toute dissertation, il y a déjà un problème qui est posé. Maintenant, à vous de voir par quelles voies et moyens vous allez passer pour résoudre le problème ou bien pour solutionner le problème qui est déjà posé. Ainsi donc,
dans la dissertation, nous avons différents types de dissertation. Parce que souvent on dit dissertation, mais en vérité, toutes les dissertations ne se traitent pas de la même manière. Si par exemple, vous avez un sujet qui est formulé de telle sorte que vous n'avez presque pas la possibilité d'avoir deux points de vue opposés. D'avoir par exemple une thèse et une antithèse. Le sujet est formulé de telle sorte que pratiquement tous les éléments dont vous avez besoin y figurent. Dans ce cas, il faudra traiter ce sujet suivant ce qu'on appelle le modèle analytique. Donc on parle également du modèle explicatif. Par exemple, si on vous dit deux dangers. Exclure la raison, n'admettre que la raison. Point. Qu'en pensez-vous? Ou bien que vous suggère cette pensée? Alors, ici, quand vous interrogez le sujet, deux dangers, exclure la raison, n'admettre que la raison. Il faut poser la question préalable. Écoutez, est-ce que tout ce que dit le sujet, je peux lui trouver une critique pertinente? Est-ce que je peux lui trouver une limite à la proposition ou bien à la formulation du sujet? Si par exemple vous pensez que en développant ceci dans la première partie, vous pouvez trouver une antithèse pertinente, dans ce cas le sujet traite suivant le modèle dialectique. Au cas contraire, et c'est le cas bien précis, deux dangers, exclure la raison, n'admettre que la raison. Déjà, le sujet montre les deux articulations de votre réflexion, de votre pensée. C'est comme si on vous a donné à la fois une thèse, et en sachant qu'en donnant cette thèse, celle-ci allait être critiquée, on a remis en cause cela. On vous a donné en même temps également les limites de la thèse. De ce fait donc, le sujet porte en lui-même à la fois et une thèse et une antithèse. Il suffit tout simplement de repérer ces deux articulations et de mener votre réflexion autour de ces deux articulations, qu'on appelle la démarche analytique. Donc, que faire? Dans la première partie, il faut expliquer ce qu'il convient d'entendre par exclure la raison. Que signifie exclure la raison? C'est un danger que de vouloir comprendre les choses, que de vouloir les assimiler, mais en faisant fi de la raison. Ça, c'est le premier axe de réflexion. Que de faire taire la raison et de vouloir croire de manière aveugle, par exemple. Certes, la croyance, elle est importante, mais encore qu'elle doit être éclairée par la raison. Donc, c'est dangereux d'exclure la raison, d'une part, et d'autre part, notamment dans la deuxième partie, il faut également expliquer qu'il est dangereux de n'admettre que la raison, par exemple. Que la raison à elle seule ne parvient pas à expliquer tous les phénomènes. La raison à elle seule n'est pas suffisante pour expliquer toute la réalité, mais l'homme a certes besoin de faire usage de la réflexion, mais quelque part, la réflexion, elle peut être aveugle. La réflexion, elle peut avoir des failles, notamment dans le domaine de la religion, ou bien dans le domaine de la croyance. Par exemple, quand la raison veut comprendre des réalités comme Dieu, comme l'âme, comme la mort, dans ce cas donc, la raison va buter sur des obstacles. Ce qui veut dire donc qu'il faut savoir dépasser la simple raison pour faire place maintenant à ce qu'on appelle la foi ou bien la croyance. Voilà ce qu'il faut par exemple expliquer dans la deuxième partie, pour ce qui concerne ce sujet. Alors, ceci dit quoi? À chaque fois que vous avez un sujet qui s'intitule de telle sorte que vous ne pouvez pas avoir une thèse et une antithèse pertinente, que donc il y a une faible valeur polémique dans la reformulation, dans la formulation du sujet, dans ce cas, il se traite suivant le modèle analytique. En revanche, il peut arriver que vous ayez des sujets qui sont formulés de telle sorte que la formulation du sujet est même le sujet est lui-même discutable.
Comme par exemple, si vous avez comme sujet la réflexion métaphysique, la réflexion métaphysique est caduque ou bien est dépassée. Très bien, si tu veux. Point. Qu'en pensez-vous? Dans ce cas bien précis, le sujet admet une démarche plutôt dialectique. Dialectique en ce sens que, d'une part, oui, on peut soutenir le caractère caduc de la métaphysique, notamment avec certains auteurs, comme les scientistes, Auguste Comte, Ernest Renan, tous ceux-là qui critiquent la métaphysique, le cercle de Vienne, et donc pour eux, la réflexion métaphysique est dépassée, est caduque, c'est une perte de temps. Mais ce point de vue ne peut-il pas être mis en cause? Est-ce qu'on ne peut doute pas voir que même si la réflexion métaphysique semble être dépassée, même si la métaphysique est critiquée, elle continue toujours de susciter la curiosité humaine. En quoi donc? Est-ce que ce n'est pas l'homme lui-même qui a un besoin imminent de s'adonner à la réflexion métaphysique? Est-ce que l'homme en tant qu'animal métaphysique, l'homme en tant qu'animal spirituel, et qui a besoin de comprendre le pourquoi de son existence, n'a-t-il pas donc besoin de se poser des questions métaphysiques? Ça sera donc les limites de la thèse qui vont constituer donc l'antithèse. Vous pouvez, par exemple, montrer la perspective de Arthur Schopenhauer, que l'homme est un animal qui, aussitôt après le besoin physique, donc a besoin de s'intéresser à une préoccupation d'ordre métaphysique, à une préoccupation d'ordre spirituel. Et si tel est le cas, donc, on dira que l'homme est un animal métaphysique. L'homme a un besoin métaphysique. La critique de la métaphysique ne va pas la faire disparaître, mais au contraire, les hommes continuent de s'adonner, de s'intéresser à la métaphysique, avec d'ailleurs d'autant plus de ferveur. En quoi donc la métaphysique, toujours dans l'antithèse, vous allez montrer que la métaphysique est un besoin imminent ou bien est un besoin pressant. La métaphysique est un besoin imminent ou bien est un besoin pressant pour l'être humain. Que l'homme est un animal qui ne peut pas uniquement se contenter de son être là au monde. Mais il a en plus de cela besoin de s'interroger sur le pourquoi de son existence, donc les éminentes interrogations qu'il se pose à l'endroit de la métaphysique. Voyez donc, ici, c'est la remise en cause de la thèse qui nous permet de découvrir maintenant les limites qui se trouvent être l'antithèse. Souvent, le grand problème des élèves, c'est qu'ils confondent les sujets analytiques et les sujets dialectiques. Parce que quand vous traitez un sujet analytique, suivant le modèle dialectique, vous aurez du mal à trouver une antithèse. Et vous risquez d'avoir un raisonnement à sens unique. Ou bien ici, on vous donne un sujet dialectique et vous voulez le traiter suivant le modèle analytique. Dans ce cas, vous expliquez ceci, mais vous peinez également à trouver une deuxième partie, ce qu'il faut éviter. Mais si l'élève parvient au moins à identifier les sujets dialectiques des sujets analytiques, disons bien qu'il a fait déjà un grand pas en avant. Outre ces types de sujets, vous pouvez avoir toujours des sujets qui tournent autour de deux concepts, ou bien autour de deux mots, souvent. Comme quand on dit philosophie et science, par exemple. Point. Il n'y a pas de consigne, mais il faut contourner alors cette absence de consigne en considérant que donc l'absence de consigne est consigne dans la mesure où philosophie et science signifie comparer la philosophie et la science. Or, comparer, c'est dire ce que deux choses ont en commun, mais également c'est dire ce qui les différencie. Ça veut dire que donc, il faut éviter dans ce cas bien précis de consacrer une partie de votre développement à la philosophie et de consacrer également une deuxième partie à la science. En le faisant, pratiquement vous êtes passé à côté.
cette démarche, elle n'est pas productrice de sens. Elle n'est pas pertinente. Mais il faut d'abord chercher à faire confronter ces deux notions tout au long de votre développement. En montrant d'abord dans la première partie les points de convergence ou, si vous voulez, la ressemblance entre philosophie et science, d'abord dans la première partie. Et dans la deuxième partie, il faut montrer maintenant les points de divergence ou bien la dissemblance entre la philosophie et la science. Dissemblance entre la philosophie et la science. Toujours, comme tel. Il peut également arriver, mais ce sont des cas rares quand même, parce que moi, depuis que j'ai commencé à enseigner, je n'ai jamais vu au bac un sujet qui est ainsi formulé, mais c'est possible que vous ayez ce qu'on appelle des sujets notionnels, ou bien sujets à concept. Ces sujets tournent également autour d'une seule notion, d'un seul concept. Par exemple, on peut dire sujet, l'art, tout court. C'est possible. Ce sont souvent des sujets. Ce sont des sujets d'érudition. Oui. Ou bien des sujets, deux points, la liberté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, qu'est-ce que l'art? Ou bien, qu'est-ce que la liberté? Je répète. Ça veut dire, qu'est-ce que l'art? Ou bien, qu'est-ce que la liberté? Maintenant, ici, il faut procéder par une démarche croissante. En commençant par la conception la plus élémentaire, par exemple, de l'art ou bien de la liberté, vers les définitions, vers les conceptions les plus approfondies. Pour ce cas bien précis, par exemple, on peut, dans une première partie, montrer que la liberté, au sens élémentaire, se définit comme étant la capacité de faire ce que l'on veut. Le fait de n'avoir pas d'obstacle dans ses actions. Le fait d'agir comme bon nous semble. Avant de dépasser cette première partie en disant que, mais écoutez, quand chacun se comporte comme bon lui semble, mais finalement, ce sera de la cacophonie. Parce que chacun va constituer un obstacle pour son semblable. Ainsi donc, il n'y aura pas de liberté. Cette liberté est bien de la liberticide. Ça n'est pas la liberté, mais ça empêche au contraire la liberté. Et donc, vous allez dépasser ce premier stade pour arriver à un deuxième niveau, ou deuxième partie. Que donc, puisque chacun ne peut pas se comporter comme bon lui semble, ça ne sera pas possible, ce sera de l'anarchie. Alors que faire? Nous allons vers l'instauration de la loi. Donc, la loi n'émane pas de telle ou telle autre personne, mais la loi est l'expression de la volonté de la majorité de la population. Dans ce cas, en acceptant la loi, je ne suis pas soumis à la volonté d'autrui, mais je suis soumis de manière indirecte à ma propre volonté. Vous entendez Jean-Jacques Rousseau dire dans du contrat social, l'impulsion au seul appétit est esclavage. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Donc la véritable liberté ne peut avoir lieu qu'au sein d'un cadre réglementé par le droit. Donc au sein d'un espace étatique en quelque sorte. Ça veut dire que donc la liberté, ce n'est pas donc le fait de faire ce que l'on veut, mais c'est plutôt le fait d'accepter la loi, parce que notre épanouissement ne peut être plein entier, notre liberté ne peut avoir lieu qu'au sein de l'État ou bien qu'au sein d'un espace déjà réglementé par le droit. Donc ce sera la deuxième partie. Liberté comme acceptation et soumission aux lois qu'on s'est déjà données, aux lois qu'on s'est prescrites, aux lois qu'on a déjà votées. Le juge qui juge, lui-même, il n'est pas l'auteur de la loi. Que dirais-je? Les députés ou quelqu'un d'autre n'est pas l'auteur de la loi, mais c'est nous tous qui sommes l'auteur de la loi. Parce que nous avons accepté à ce que les lois puissent avoir lieu et réglementer notre vie de tous les jours. Mais on peut également dépasser toujours ce stade en disant, mais écoutez, qu'est-ce que la liberté? Que signifie être libre? En acceptant les lois, oui, je suis libre. Mais est-ce qu'on peut avoir encore une autre conception beaucoup plus approfondie? Quand
j'ai dompté, j'ai dominé mon intériorité, au point que je ne ferai plus ce qui relève des passions, mais tout ce que je ferai par ailleurs va entrer dans l'ordre nécessaire des choses, de la nécessité. Par exemple, dans ce cas également, je peux dire être libre. C'est la conception, par exemple, que les stoïciens et les épicuriens ont de la liberté, en particulier les stoïciens. Mais également, c'est la conception que les mystiques ont de la liberté. C'est-à-dire, pour eux, être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais c'est faire les choses conformément à la nécessité. C'est faire les choses conformément au destin. Et quand je parviens à régler ma volonté au point qu'elle soit conforme au destin, dans ce cas, je peux lever le petit doigt en disant que je suis libre, parce que je ne ferai plus ce qui ressemble à mes passions, ou bien ce que mes passions m'ont dicté, mais je ferai ce qui est conforme à la nécessité, je ferai ce qui est conforme à l'ordre des choses, et voilà ce qu'ils appellent ce qu'ils entendent par liberté. C'est donc la liberté peut être également comprise comme étant l'acceptation de la nécessité. Si vous voyez par exemple les mystiques, musulmans comme chrétiens, par exemple, chez les moines surtout, chez les soufis dans le monde musulman, tu viendras leur annoncer une belle nouvelle, dis Alhamdulillah, Dieu merci. C'est bien ainsi. Tu viendras immédiatement leur annoncer une mauvaise nouvelle, ils disent Dieu merci. Ils ont dominé leur âme. Ils ont dominé leur passion. Parce qu'en l'homme dorment deux choses, l'ange et la bête. Ils sont parvenus à neutraliser la bête au point que ce n'est que donc l'ange qui s'exprime en eux. Ceci est une liberté. Parce que donc dans ce cas, ils ne sont plus asservis par les passions, mais ils se sont déjà affranchis des passions pour être guidés exclusivement par ce que veut la nécessité, donc leur propre raison. Une troisième conception de la liberté. Là également, vous pouvez montrer que la liberté, c'est le fait de comprendre le déroulement de la nature. C'est d'ailleurs le point de vue de Baruch de Spinoza. Spinoza dit, l'homme n'est pas libre, mais il peut se libérer. Et se libérer, c'est le fait de comprendre la nécessité, de comprendre la manière dont marche la nature. Parce que pour lui, plus on comprend, plus donc on se défait du joug de l'ignorance, et plus on est libre. Donc, toujours dans la troisième partie. Voilà par exemple la manière dont vous devez traiter toujours ces genres de sujets. Alors, je reviendrai après. Oui, vas-y. Parle fort. Ah, très bien, au niveau de l'art. Le sujet. 2 points. L'art. Je rappelle, vous avez peu de chances d'avoir ces sujets au bac. Mais quand même, puisqu'on est dans le cadre de la dissertation, c'est intéressant. Mais vous avez peu de chances de les avoir, ces genres de sujets. On les appelle des sujets d'érudition. Alors, cela revient à dire, qu'est-ce que l'art? Par une élucidation conceptuelle, vous pouvez d'abord partir de la définition la plus élémentaire, l'art de parler, l'art de la séduction, l'art culinaire, l'art martial. Dans ce cas, l'art renvoie à quoi? L'art renvoie, oui, à la dextérité. Ou, si vous voulez, à la technicité. À l'ingéniosité d'effectuer quelque chose. Très bien. Mais là, c'est encore la définition, ou bien c'est le sens. C'est le sens commun. D'abord. Avant de dépasser également ce stade, disons que qu'est-ce que l'art? L'art, c'est la réflexion libre et désintéressée, ou bien production plutôt, au lieu de dire réflexion. C'est la production libre et désintéressée d'une œuvre consciente ou bien d'un être conscient. La production libre et désintéressée d'un être conscient. Art.
c'est là où vous allez montrer que donc, l'artiste, il crée. L'artiste, il invente. L'artiste, il fait advenir en tout cas autre chose. Donc, l'art n'est plus compris uniquement comme étant technique, technicité, dextérité, mais l'art peut être compris comme étant une production libre, mais également désintéressée. Où on ne cherche pas à gagner de l'argent, on ne cherche pas à en faire un métier, mais on le fait pour le simple plaisir de s'intéresser très justement à la beauté, par exemple. Comme également, vous pouvez montrer que, effectivement, et donc dans ce sens, l'art n'est pas l'artisanat, en faisant la différence entre art et artisanat. Donc l'art est une production libre, alors que l'artisanat, souvent, renvoie à un métier, renvoie à un gagne-pain. Très bien. On le fait dans le but de pouvoir gagner de l'argent ou bien de pouvoir gagner quelque chose. Et c'est donc, au moins, vous allez montrer les différents aspects. Mais surtout, il faut partir des définitions les plus élémentaires vers donc les définitions les plus approfondies. C'est cas bien précis. Bien, alors, une fois, vous savez, maintenant, identifier les différents types de sujets, vous allez passer à la forme de la dissertation, ou bien à la forme de la pensée, comme telle. Alors, comme tout exercice intellectuel, la dissertation obéit à une certaine logique et par conséquent donc admet des parties. Ce qui veut dire donc qu'il convient de procéder par l'introduction. L'introduction de la dissertation comporte au moins 3 voire 4 parties. Il y a quand même de petites divergences du point de vue méthodologie, mais au fond, nous disons la même chose. Pour vous simplifier la tâche, je dirais, il convient, dans la première partie, d'amener le sujet. C'est la phrase d'attaque. Ceci revient à quoi? À trouver un prétexte quelconque. Nous menons logiquement vers la deuxième partie, qui est la problématique du sujet. Alors, on peut amener le sujet de diverses manières. On peut amener le sujet par définition, très bien, en définissant les concepts clés du sujet, c'est possible. Mais attention, il faut également éviter de donner de fausses définitions. On peut amener le sujet par des définitions. On peut également amener le sujet par une citation, mais à condition que ce que dit la citation ait un rapport avec la problématique du sujet. Mais vous ne pouvez pas donner n'importe quelle citation qui n'a aucun lien avec le sujet. Dans ce cas, ce n'est pas un bon prétexte pour arriver à la problématique du sujet. On peut également amener le sujet en faisant référence à l'histoire, donc de manière très bien, de manière historique, en partant de repères dans le temps. Depuis la Grèce antique au XVIIe siècle, à vous de voir quels repères historiques vous voulez prendre conformément à la manière dont votre sujet a été déjà libellé. On peut également amener le sujet, oui, par un constat général mais pertinent, de manière générale, par un constat général mais pertinent. Alors, ceci vous permet de venir logiquement vers la problématique du sujet. Et dans la problématique du sujet, il faut faire sortir l'enjeu, l'importance du sujet. C'est-à-dire, la problématique n'est rien d'autre que le fait de morceler le problème du sujet en de petits problèmes, qu'on appelle la problématique. Alors, vous pouvez amener la problématique par une interrogation indirecte. On se demande si, il est question de voir si, ainsi de suite. Comme également, vous pouvez poser une question, ou bien vous pouvez poser également 2 questions. Alors, si vous préférez amener, du moins, poser la problématique en des questions, 2 questions par exemple, plus, souvent 1 à 2 questions, dans ce cas, il faut éviter d'annoncer le plan également sous forme de questions. Parce qu'on ne saura pas où commencent les questions de la problématique, et également où se termine-t-elle, où commencent également les questions du plan. Alors, que faire pour être plus pertinent? D'abord, vous pouvez
poser la problématique sous forme de question, mais dans ce cas, le plan, vous allez le faire sous forme interrogative. Ou bien, vous allez poser la problématique sous forme d'une interrogation indirecte, et le plan, donc, vous allez le faire sous forme, très bien, de question. Ça dépend de vous. Vous êtes libre. Mais en tout cas, il faut éviter de faire à la fois et la problématique et le plan. Sous forme de question, dans ce cas, tout peut être confondu, et il sera difficile de voir que représente la problématique dans votre introduction, également que représente le plan dans votre introduction. Ensuite, vous passez au développement, en ne perdant pas de vue que tout plan est une promesse. Vous avez promis de faire ceci, telle autre chose. Ainsi dit, vous devez rigoureusement suivre le plan ou bien les idées déjà annoncées dans votre plan au niveau du développement. Et dans le développement, vous allez développer idée par idée. C'est-à-dire, chaque partie, par exemple, la première partie peut être constituée de différents paragraphes. Paragraphe 1, paragraphe 2. Dans le premier paragraphe, vous pouvez avoir une idée, argument, plus référence, je dirais, et explication ou bien explicitation de la référence, par exemple. La même chose dans le deuxième paragraphe. Ainsi, vous avez une première partie. En n'oubliant pas de faire un bon usage de ce qu'on appelle les connecteurs logiques. D'abord, ensuite, enfin, or, par ailleurs, en outre. Donc, connaître un peu la signification de ces connecteurs logiques. Passerai à une autre partie, par exemple, deuxième. Et avant de passer à la deuxième partie, vous avez déjà fait la première partie constituée par exemple 2 paragraphes. Il faut revenir à la ligne pour avoir un tout petit paragraphe où vous allez résumer tout ce que vous aviez déjà dit. Et ce paragraphe sera constitué de ce que l'on appelle une conclusion exacte, une conclusion partielle, plus ce que l'on appelle une phrase de transition. Parce que c'est la phrase de transition qui permet de rendre votre pensée aussi fluide, qui empêche à ce qu'il y ait... Je répète, c'est la phrase de transition qui permet à votre pensée d'être limpide, d'être fluide. Sinon, sans les phrases de transition, c'est comme si la pensée elle est rude, elle est brutale. Alors, une fois que vous avez fait une conclusion partielle, une phrase de transition, vous allez passer maintenant à la deuxième partie. Ainsi, vous allez continuer cette même nomenclature. Paragraphe 1, 2, vous allez développer une idée suivie d'un d'un argument, plus une référence, plus également l'explicitation ou bien l'explication de la référence. Ainsi dans le deuxième paragraphe, autant pour moi. Et après avoir terminé la deuxième partie, alors ici vous pouvez avoir 2 paragraphes, ici 2 paragraphes équilibrés. À défaut d'avoir 2 paragraphes, si vous êtes assez prolixe, c'est possible que vous ayez également ici 3 paragraphes. C'est possible. Mais qu'il n'y ait pas un grand déséquilibre entre en tout cas les différentes parties. Ainsi donc, quand vous avez fini le premier et le deuxième paragraphe, toujours vous allez résumer ce que vous aviez déjà dit. Puisque c'est la deuxième et dernière partie, par exemple, vous aurez un petit paragraphe constitué d'une conclusion partielle. Mais la dernière partie admet une conclusion partielle et non une phrase de transition. Justement. Ensuite, vous avez terminé ces 2 parties. S'il y a 3 parties faites, conclusion partielle, phrase de transition permettant de passer à la 3e partie. S'il y a uniquement 2 parties, faites juste une conclusion partielle. Et donc, vous allez attaquer maintenant la dernière partie qui se trouve être la conclue de 3 parties, principalement. Très bien. Ici,
En terminant la première partie, vous aviez déjà fait une conclusion partielle. Au niveau de la deuxième partie également, vous avez fait une conclusion partielle. Qu'est-ce qu'il convient de faire dans la première partie? Il faut faire le bilan. Très bien. Non, le bilan des conclusions partielles. Vous allez résumer les conclusions partielles sans pour autant utiliser les mêmes tournures si possible. Ça, c'est le premier point de la conclusion. Le deuxième point, c'est que une question vous avez été posée au niveau de la problématique. C'est le moment de répondre maintenant à la question posée déjà au niveau de la problématique. Vous allez oui? Très bien. Point de vue personnel. Vous allez répondre de manière définitive à la question déjà posée. Vous allez donner une solution. Vous allez proposer une solution au problème déjà posé. Disons, donner son point de vue par rapport à la problématique. Par rapport à la problématique. Et enfin, naturellement, puisque la philosophie est une réflexion qui n'est jamais close de manière définitive, parce que c'est Karl Jaspers qui dit que philosophie c'est être en route, et que les questions sont plus essentielles, plus importantes. Très bien, donc il faudra ouvrir naturellement une perspective. Cela revient à dire que vous avez dit ce que vous pensez du sujet, mais vous ne prétendez pas avoir tout dit du sujet. Vous dites tout simplement tout ce que vous savez du sujet. Mais le débat reste ouvert. Donc, toujours dans l'ouverture de perspective, vous pouvez formuler la perspective de telle sorte que cela peut éventuellement être un autre sujet de réflexion sur lequel on peut se pencher. Parle fort. Obligatoire, en tout cas, c'est fortement recommandé. Fortement recommandé. Si tu n'es pas en mesure de le faire, tu laisses tomber. Mais dis-toi bien que c'est fortement recommandé. Voilà. Parce que si tu ne fais pas la perspective, ça veut dire que donc ta conclusion elle n'est pas complète. Non. Si tu ne juges pas être en mesure de le faire, dans ce cas, donc tu vas te limiter aux deux parties. Mais la perspective, en tout cas, est fortement recommandée. Voilà donc les quelques rappels pour ce qui concerne la mythologie de la dissertation philosophique. Tout à l'heure, vous avez parlé de la doctrine de l'auteur. Et je veux savoir qu'est-ce qu'est la doctrine de l'auteur et quelle est la différence entre la doctrine de l'auteur et l'idée de l'auteur. C'est ça que je voulais savoir. Pour répondre rapidement, je voulais juste dire que dans un texte, par exemple, on peut avoir un texte où on retrouve, par exemple, l'existentialisme. Par exemple, vous avez un texte de Descartes, plutôt de Sartre, où vous retrouvez, n'est-ce pas, l'existentialisme. On sait que la doctrine de Jean-Paul Sartre, c'est l'existentialisme. Donc, arrivé justement à cette étape ou cette partie du texte où on évoque l'existentialisme, donc l'élève, on attend de l'élève qu'il explique c'est quoi l'existentialisme, qu'il nous donne des informations qu'il a en rapport avec la doctrine de l'auteur. Maintenant, quand on dit le point de vue de l'auteur ou la thèse de l'auteur, donc la thèse de l'auteur, ça n'a rien à voir avec la doctrine de l'auteur. Donc la thèse, c'est juste par rapport au texte, c'est-à-dire l'extrait qu'on a donné. Quel est le point de vue de l'auteur? Parce que la doctrine, elle est beaucoup plus générale, elle est beaucoup plus large. La doctrine concerne en tout cas la conception de l'auteur, sa philosophie de manière générale. Alors qu'une doctrine, plutôt une thèse, c'est juste un point de vue, une réponse que l'auteur donne précisément par rapport à un texte bien déterminé qui porte sur une question précise. Ok? Donc c'est justement quand je parle de doctrine, je voulais juste faire allusion à cela. Parce qu'il peut arriver que dans un texte, qu'on évoque soit le cartésianisme, l'existentialisme, l'hégélianisme, l'essentialisme. Donc quand vous voyez cela, donc il est important que l'élève s'arrête sur
ces notions et les explique, les explicite, les développe pour montrer un peu de quoi ça retourne. Mais ça n'a rien à voir avec la thèse ou la position de l'auteur. Voilà. Monsieur, en s'agissant du commentaire, pour la discussion, si on termine de discuter, est-ce qu'on doit faire une conclusion partielle? Alors, peut-être ce que je vais dire, je vais le dire sous le contrôle de M. Dien, parce que, en tout cas, ce que je sais, c'est que je n'ai jamais dit à mes élèves, après la discussion, de faire une conclusion partielle. Donc, vraiment, honnêtement, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais, à ma connaissance quand même, je n'ai rencontré dans aucun manuel de méthodologie ou dans le cadre des activités de cellule qu'on recommande de mettre une conclusion partielle à la fin d'une discussion. Je pense que ça ne vaut pas la peine quand même. Voilà. Bon, à la fin de la discussion, c'est-à-dire les conclusions partielles, c'est au niveau de la partie explication. C'est-à-dire vous expliquez une partie, par suite vous faites une conclusion partielle. Une autre partie, une troisième partie éventuellement. Donc chaque partie admet une conclusion partielle. Mais quant à la discussion, ça ne vaut pas la peine. Vous allez juste discuter le texte, comme il vous l'a tout à l'heure indiqué, de manière pertinente d'ailleurs. Discuter le texte en étant d'accord avec l'auteur. Dans ce cas, il faut défendre le point de vue de l'auteur. Ou bien en étant en désaccord avec l'auteur, vous allez critiquer l'auteur. Mais il faut critiquer l'auteur de manière pertinente. Il ne s'agit pas de faire prévaloir vos passions, mais il faudra critiquer l'auteur de manière pertinente et bien argumentée. C'est-à-dire ici, tout ce que vous allez dire dans la discussion ne doit pas être guidé par votre simple plaisir, mais plutôt doit être guidé par une argumentation bien raisonnée, d'autant plus que ce soit la dissertation, comme le commentaire, on vous apprend en tout cas à raisonner, à réfléchir. Okay. Par rapport à la dissertation, est-ce que par exemple, quand on fait 3 questions sur la problématique, est-ce que ça peut servir de plan, vu que quand on fait un plan, on va se répéter? Je vous ai dit, il faut éviter cela. Ou bien, c'est-à-dire, vous allez poser 3 questions, mais ces 3 questions feront en même temps office de plan. C'est possible. Vous pouvez amener un prétexte, chercher à reformuler par exemple le sujet. Ensuite, les questions de la problématique feront à la fois office de plan et de problématique. Ça, c'est possible. Mais il faut éviter dans ce cas donc de se répéter ou de faire autre chose. Parce que ce sont les questions tout simplement qui construiront le plan. Ça également, c'est une possibilité. Il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit. Après avoir présenté la problématique, est-ce que vous allez la faire autour de 2 questions ou de 3? Ça dépend de ce que l'élève envisage de faire. Il n'est pas interdit d'avoir, en plus des questions de la problématique, un plan avec d'autres questions que vous allez soulever. Mais là, si c'est pour répéter les questions de la problématique, c'est inutile. Maintenant, il faut, de façon astucieuse, toujours poser des questions qui ne s'écartent pas. Je veux dire, les réponses aux questions qui vont intéresser votre plan, ces réponses-là également vont être en conformité avec les questions soulevées au niveau de la problématique. Et comme il l'a dit, effectivement, par mesure de prudence, pour éviter de se répéter et de vous rendre quand même la vie difficile, si vous faites une bonne problématique, ça peut faire office de plan. Voilà. Il y a certains profs qui disent que dans l'introduction, au commentaire, dans l'introduction, on a 5 parties. On a 5 parties: thème, problème, thèse, mouvement du texte et limite du texte. Là, je veux savoir quel est le rapport entre le mouvement du texte et les limites du texte. Discussion. Voilà. Donc, quand on dit 5 parties, alors c'est pourquoi j'ai dit au début, parce que il faut que l'on s'entende un peu, parce que c'est l'esprit. Encore une fois, qu'il s'agisse du commentaire ou de la dissertation, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est l'esprit. C'est l'esprit du commentaire, c'est l'esprit de la dissertation. J'ai dit, dans un commentaire, dans une phase d'introduction, on peut, comme vous avez dit, avoir présentation, 2, thème, 3, déjà thèse, mais avant la thèse, il y a la question philosophique ou la question du texte. Vous avez 4, ce que vous appelez plan du texte, ou si vous voulez les parties du texte, ou articulation du texte. Et 5,
ce que vous avez appelé tout de suite les limites, ça veut dire l'orientation, le sens de la discussion de l'élève, c'est-à-dire l'annonce de la discussion de l'élève. Mais comme je l'ai dit au début, la présentation, si elle ne figure pas dans votre introduction, on ne va pas vous en tenir rigueur. Si vous n'intégrez pas les limites par rapport à la thèse de l'auteur ou les limites du texte ou ce que vous appelez l'élément de la discussion, on ne vous en tiendra pas rigueur. Ce qui ne peut pas ne pas figurer, c'est thème, thèse, plan du texte. Vraiment, l'élève qui fait ça, il a réussi une bonne introduction. Mais comme je l'ai dit, s'il peut faire plus, et s'il est en mesure de le réussir, pourquoi pas, hein? Mais au moins pour éviter les querelles, hein, et parfois des débats stériles, ce qu'on attend d'un travail, d'une introduction donc d'un élève, c'est qu'il sache dégager le thème, qu'il sache poser une question qui permet de faire intervenir la thèse de l'auteur, et il termine par les différentes parties du texte, c'est-à-dire les étapes par lesquelles l'auteur passe pour justifier sa thèse. Au niveau de la dissertation, dans quelle mesure on aura la possibilité de poser la synthèse? Je voudrais savoir dans quelle mesure on a la possibilité de poser la synthèse. Bien, alors, quand vous avez un sujet qui a une orientation dialectique, comme thèse, d'une part, antithèse. En vérité, il n'y a pas une opposition entre la thèse et la synthèse. Il faut le comprendre, c'est important. Dans l'antithèse, il ne s'agit pas de dire le contraire de ce que vous avez déjà dit dans la thèse. Dans ce cas, ce sera une contradiction. Parce que une chose ne peut pas être elle-même son contraire. Ça n'est pas possible. On ne peut pas dire A ici, venir ici pour dire non A. C'est une contradiction. Mais il s'agit de voir une même réalité sous divers angles, tout simplement. Rien de plus. Par exemple, quand je me tiens devant vous, je ne peux pas dire j'ai vu M. Dieng, je n'ai pas vu M. Dieng. Que non. Mais certains m'ont vu de face, d'autres également m'ont vu de profil. Tout simplement. Chacun décrit ce qu'il a vu. Il en est exactement ainsi. Quand on vous donne un sujet, toujours le sujet admet au moins différents angles de vue. Un tel angle de vue constitue la thèse, l'autre constitue la synthèse. Maintenant, il peut arriver bien des cas où la thèse et la synthèse ne s'excluent pas carrément. Qu'on peut avoir un moment de réconciliation entre les deux. Ça sera ce qu'on appelle maintenant la synthèse. Mais là, à vous de juger. Souvent, dans un sujet dialectique, il peut y avoir possibilité de faire une synthèse. Synthèse, c'est le moment de dépassement et de la thèse et de la synthèse. Pardon, et de la thèse et de l'antithèse, autant pour moi. Maintenant, on dépasse les deux en faisant les résumés pour montrer que soit la thèse l'emporte ou l'antithèse l'emporte. Souvent, on fait une thèse et une antithèse qui l'emporte sur, par exemple, la thèse. Donc, ce sera la synthèse, le moment de réconciliation des deux. Il peut arriver également que vous ayez un sujet dans lequel il vous est très difficile de pouvoir avoir thèse, antithèse, synthèse. Parce que les deux réalités traitées s'excluent tellement au point que, manifestement, il vous est difficile, voire impossible, de pouvoir les réconcilier. Dans ce cas, que faire? Faites une thèse, une antithèse, et limitez-vous là, tout simplement. Mais tant que, en lisant la thèse et l'antithèse, il vous est possible de faire une synthèse, alors donc dans ce cas, il faut montrer le moment de réconciliation entre les deux, qui devient finalement donc la synthèse. Ça va? Pour le commentaire, est-ce qu'on doit commencer pour la partie explicative, on doit commencer par expliquer la thèse de l'auteur ou on doit commencer par là où le texte commence? Bon, peut-être pour ceux qui n'ont pas entendu, alors elle veut savoir, dans un commentaire, au moment d'expliquer, c'est-à-dire dans la partie explicative, est-ce qu'il faut systématiquement commencer par expliquer la thèse ou commencer à expliquer plutôt le texte, c'est-à-dire commencer depuis le commencement du texte.
Alors, ce qu'il faut dire ici, ça dépend de la place de la thèse. Parce qu'en fait, quand vous expliquez, un texte a un début et une fin. Et puisqu'on a dit fidélité à l'auteur, il faut veiller à respecter rigoureusement la façon dont l'auteur élabore son texte, la façon dont les idées sont présentées. Et dans ce cas, quelle que soit la place de la thèse, il faut toujours commencer par le début. Si la thèse intervient au début, parce que c'est possible, on peut avoir un texte qui s'ouvre par la thèse de l'auteur. Mais là aussi, il y a aussi une petite subtilité. Parce que quand vous découpez, c'est le découpage du texte, ça veut dire le plan que vous vous proposez de suivre dans votre explication qui va commander votre façon de procéder. Par exemple, je peux avoir un texte où, par exemple, j'ai deux parties. La thèse, on commence par la thèse et on développe d'autres idées qui ne vont pas dans le sens de la thèse. Et à partir de là, l'auteur revient sur des idées liées ou articulées à la thèse. Donc, dans ce cas, au moment de faire mon plan, on vous dit qu'un plan, il faut regrouper les idées par rubrique. Ça veut dire qu'il faut mettre ensemble les idées qui traitent des mêmes choses, ou bien qui concernent le même sujet ou le même centre d'intérêt. Dans ce cas, l'élève, au lieu de commencer par expliquer la thèse, ensuite il suit d'autres idées qui ne vont pas dans le même sens que la thèse, pour ensuite revenir sur des arguments en rapport avec la thèse. Donc ça peut faire désordre. Dans ce cas, on conseille à l'élève de commencer à partir de là en dégageant, n'est-ce pas, le centre d'intérêt qui se trouve ici. Après l'avoir expliqué, l'élève dans la deuxième partie, après avoir fait une conclusion partielle et une phrase de transition, annonce cette deuxième partie qui va concerner cette partie ou bien cette idée que la thèse indique en rapport avec les autres idées, bien sûr, qui vont aller dans le même sens que la thèse. Donc, ce qui veut dire qu'au moment d'expliquer, au lieu de commencer par la thèse, vous commencez par la partie que vous avez annoncée comme étant la première partie de votre explication. Quand vous aurez fini d'expliquer cette partie, alors vous allez enchaîner avec la deuxième partie en commençant par la prise en charge de la thèse et la suite des idées. Maintenant, si par exemple vous avez un texte qui est construit d'une autre manière, par exemple vous avez ici les idées qui sont dans le texte et la thèse c'est à ce niveau-là. Alors, dans ce cas, l'élève ne peut pas commencer par expliquer la thèse. Donc les idées qui viennent avant la thèse, en rapport avec un centre d'intérêt bien indiqué, vous expliquez d'abord toutes ces idées. Et quand vous arriverez dans la deuxième partie, est-ce que la deuxième partie commence par la thèse ou pas? Ce n'est pas ça qui est important. L'essentiel, il faut savoir où commence la deuxième partie. Est-ce que c'est la thèse qui inaugure la deuxième partie ou pas? Mais commencez par la partie qui est concernée par votre explication. Si c'est la thèse, vous commencez par l'expliquer. S'il y a une idée qui vient avant la thèse, expliquez cette idée et enchaînez avec la thèse qui vient après. Donc, c'est ça qu'on appelle preuve de fidélité. Mais vous ne pouvez pas de façon arbitraire commencer votre partie explicative en extrayant la thèse du texte et commencer à l'expliquer. La thèse, il faut toujours l'intégrer et l'insérer dans la partie qui est en rapport avec la thèse. Est-ce que c'est la première partie ou est-ce que c'est la deuxième? Tout dépendra du découpage, tout dépendra des articulations que vous aurez présentées au niveau de votre introduction. Voilà. La thèse peut se trouver au niveau à la fin du texte. Oui. La place de la thèse. Oui. Bon, ça je l'ai dit aussi au début. C'est-à-dire qu'a priori, si on n'est pas devant un texte, on ne peut pas inventer. Il n'y a pas de technique pour dire si on vous donne un texte, allez au début, ou allez au milieu, ou allez à la fin. Tout dépend de la façon dont le texte a été construit. Et une thèse peut se retrouver dans n'importe quelle partie, dans n'importe quelle position dans le texte. Ça peut être au début,
Par exemple, quand vous prenez un texte comme celui de Bertrand Russell, il dit la valeur de la philosophie réside dans son caractère incertain même. Donc, dès l'entame du texte, il ouvre le texte par la thèse. Dans d'autres textes, la thèse intervient au milieu. Ou peut-être la thèse, c'est à la fin du texte. Donc, tout dépend du texte et de la façon dont le texte a été construit. Donc, vraiment, moi, je ne connais pas de technique pour dire à un élève, si vous avez un texte, allez à tel endroit ou reportez-vous à tel niveau du texte pour retrouver la thèse. Parfaitement. Je voudrais que vous explicitez certains types de sujets qu'on peut avoir en philosophie. Certains types de sujets qu'on peut avoir en philosophie. Par exemple, quand on a des sujets et on note la présence de toujours ou toutefois, tout ce qui postule la totalité, comment traiter ces... Par exemple, quand on a des sujets et on note la présence de toutefois ou toujours, et par exemple ces genres de sujets, ils postulent la totalité. Comment traiter ces genres de sujets? Et ensuite, quand on a des sujets et on note la présence de ne que, si on spécialise, comment traiter aussi ces genres de sujets? Voilà. Vous avez compris ce qu'il veut dire? Bon, peut-être quand il dit un sujet spécialisé, oui. Je pense, dans ma compréhension, quand c'est une citation. Oui. Oui. Quand on a des sujets et on a toujours ou toutefois des sujets qui portent sur la totalité. C'est-à-dire sur la totalité. C'est quoi la totalité? C'est-à-dire un sujet d'ordre général. Voilà, c'est un peu confus à mon Peut-être un sujet d'ordre général, qui ne se spécialise pas sur un thème. Voilà, quand on a un sujet ouvert, où l'élève peut avoir la latitude de faire intervenir plusieurs aspects, même en dehors des thèmes du programme. Peut-être c'est comme ça que je comprends un sujet d'ordre général. Oui. Si on a un sujet d'ordre général, oui. C'est-à-dire un sujet qui ne porte pas... Spécifiquement sur un thème. Ah, très bien, d'accord. Si on a un sujet qui ne porte pas spécifiquement sur un thème, alors à vous de faire prévaloir un peu vos talents, vous permettant de recueillir dans chaque domaine, ou je dirais dans chaque chapitre, ce dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez avoir, et de plus en plus, vous avez ces sujets au bac, ce qu'on appelle un sujet transversal, où ce sujet fait appel à vos connaissances sur la liberté, à vos connaissances sur l'État, à vos connaissances sur autre chose. Dans ce cas, maintenant, il faudra prendre ce dont vous avez besoin, par exemple, dans le chapitre sur, supposons que le sujet porte à la fois sur la liberté, sur également l'État. Il faudra prendre ce dont vous avez besoin au niveau de la liberté, ce dont vous avez besoin également au niveau de l'État, et maintenant faire la construction nécessaire et les articulations vous permettant justement de construire d'abord une thèse et une antithèse, ou bien une première partie et une deuxième partie, par exemple s'il s'agit d'un sujet d'ordre analytique. C'est-à-dire à vous, vous devez vous départir plus ou moins de la pure restitution, simplement, et être capable de penser, être capable d'inventer. Inventer revient à dire quoi ici? À prendre pratiquement ce dont vous avez besoin ici, prendre ce dont vous avez besoin au niveau de la deuxième partie, et maintenant il faut construire tout suivant une construction assez cohérente, bien une nomenclature donc assez cohérente, et donc qui fera l'essentiel de votre analyse, simplement. Maintenant, apparemment, j'ai dit, quand vous avez un sujet qui porte sur ne que, mais là aussi c'était très vague, il m'est difficile de pouvoir y répondre quand même de manière précise, franchement. Oui. Bon, des fois aussi, il y a des consignes. Il y a des consignes. Des fois, il arrive qu'on dise l'art n'est-il que. L'art n'est-il que. Ne que. Alors, ça veut dire, ne que veut dire est-il seul, est-il seulement. Et le plus souvent, ce n'est pas que. Donc, il y a une fonction qui apparaît au niveau du sujet. Il faut d'abord voir la relation entre art et cette fonction. Et ensuite voir est-ce que l'art se limite seulement à cette fonction. Donc, il faut aller au-delà. C'est comme quand on dit suffit-il. Suffit-il. Et en général, ça ne suffit pas. Mais suffit-il, il y a quelque chose qui apparaît dans le libellé. Il faut d'abord le développer et montrer que est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà, est-ce qu'on ne peut pas ajouter autre chose pour être plus
plus complet. C'est comme dans les consignes où il y a toujours. Hein? La philosophie est-elle toujours? Ou la science est-elle toujours? La foi est-elle toujours? Et en général, quand on dit toujours, ça veut dire qu'il y a une exception. Donc, validation du sujet, ce qui apparaît dans le libellé, il faut d'abord l'expliquer. C'est ce qu'on appelle la validation. Et ensuite, dire, est-ce qu'il n'y a pas une exception? Et l'exception va faire office de deuxième partie. Voilà. C'est comme les sujets avec ou. Parce que le ou peut être inclusif, ou le ou peut être exclusif. Inclusif, ça veut dire, ça ne concerne que ceci à l'exclusion de cela. Ou bien, ceci est exclu pour ne prendre en compte que cela. Souvent aussi, le ou, il est inclusif, ça veut dire, il est à la fois ceci et cela. Et dans ce type de sujet aussi, il n'est pas interdit que l'élève, en disant c'est ceci et cela, qu'il ajoute une autre fonction. Mais s'il se limite à ceci et cela, ça peut aller. Voilà. Parce que la difficulté, c'est qu'on ne peut pas quand même anticiper sur les sujets et les formulations. Parce que voilà. Donc le prêt à penser, ce n'est pas possible. Hein? Voilà. Même ce n'est pas philosophique. Voilà, exactement. On vous apprend à penser quand même. Ouais. On ne peut pas être à votre place, ça n'est pas possible. Penser par procuration, la pensée par procuration. Ça n'existe pas en Voilà. La pensée ne se délègue pas, c'est Alain qui l'a dit. Parfait. Voilà. Je pense que ça va encore. Man, résumé qui? Le mot de la Bien alors, merci beaucoup quand même de nous avoir prêté une oreille attentive. Monsieur Sall et moi-même, c'était juste dans l'optique de vous aider davantage à être outillés dans le domaine de la méthodologie. Parce qu'également, tout réside dans la méthodologie. Hein. Si vous avez autant de connaissances éparses, alors que vous ne savez pas construire de manière cohérente ces connaissances, donc vous n'allez jamais parvenir à une dissertation ou bien à un commentaire cohérent. Donc merci et merci pour tout.